Merci d'abord pour l'invitation pour venir parler ici d'un sujet qui me touche comme Navarrais et comme historienne et comme citoyenne qui a été très mélangée dans mon âge plus jeune, dans le militantisme politique et culturel, et qui continue à être une inquiétude maintenant comme citoyenne déjà, comme prof à la retraite, mais qui me passionne comme ça. Et bon, surtout aussi, merci parce que, bon, avant je venais souvent ici à Oloron ou dans les alentours pour parler de notre sujet dont j'ai travaillé et j'ai continué à travailler dans ces années, que c'est l'histoire du camp de Gurs. Et bon, mais après, avec la pandémie, avec d'autres raisons et comme ça, les dernières années, je ne viens plus. Et maintenant, c'est une occasion de renouveler aussi ces visites à Gurs, à Oloron. Et bon, vous voyez dans la première diapo que je vous ai mis, c'était bon, le titre de ma communication, c'était parce qu'on m'a demandé de faire un titre, une espèce de présentation et comme ça de cette conférence. C'était La Navarre à la croisée des chemins de sa propre histoire. C'était un titre un peu ampuleux comme ça, mais c'est plus simple que celui-ci, mais en même temps c'est plus significatif comme Robert il vient de dire, toujours on est en train de polémiser en Navarre. Nafarroa, Arraoa, on dit en basque, c'est le creuseur, mais aussi on dit en plaisantant, en faisant l'ironie, Nafarroa, Arraoa, Nafarroa, Navarre, terre bizarre, parce qu'il y a des différentes positions sur son identité, ses expressions culturelles, linguistiques, et comme ça. Il y avait un chanteur en basque très important, Xavier Leté. Il avait une chanson sur la Nafarroa, à propos de la Nafarroa. Il ironisait en disant la Navarre, une terre pleine de tempêtes, et comme ça. Alors, c'est pour cela que j'ai mis par exemple ces trois mots pour définir la Navarre. Avec ces mots, par exemple, il y a des gens qui sont d'accord, et d'autres qui ne sont pas d'accord et qui vont utiliser un ou l'autre. On aurait pu mettre aussi un autre en plus en espagnol, Navarra avec V, mais c'est différent de Navarra avec B, que c'est les basquissants ou les adversaires qui vont utiliser Nafarroa en basque ou la Navarre en français. Bon, je commence par parler parce qu'on a une belle soirée, et surtout la deuxième partie, je crois que ça va être plus intéressant pour vous, tous les aspects linguistiques et comme ça. Mais la première partie dont je vais parler, c'est un peu, je crois que valable pour situer et placer un peu les contextes de cette réalité maintenant qu'on a en Navarre, du côté des langues, du côté du futur, du présent de l'espagnol et surtout du présent et du futur de la langue minoritaire en Navarre, mais qu'avant était la langue majoritaire, que c'était l'euskara ou le basque. Nafarroa, Nafarra, Navarra, etc., etc. Et bon, je vais commencer avec cette diapo aussi, que c'est une carte qui a fait pas un militant abertzale, un militant nationaliste basque, rien du tout. C'était en français justement. Lui, Lucien Bonaparte, c'était un neveu de Napoléon, mais qu'il était un chercheur, et un chercheur qui s'était intéressé à propos de la langue basque. Et lui, il est venu, pas dans le 19e siècle, plusieurs fois, il a passé des séjours dans les Pays basques, et surtout, il a réussi à avoir un réseau de collaborateurs pour savoir quelle force il avait les Basques, et surtout quelle façon de s'exprimer en basque il y avait dans les différentes zones du Pays basque. Et c'est très intéressant parce que c'est une carte éditée l'année 1863, entendez-vous, c'est-à-dire déjà dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est une étude, on dirait déjà, avec
les possibilités qu'ils avaient dans le 19e siècle de faire une étude, on dirait, avec des fondements scientifiques. Lui, avec tous les réseaux de correspondants qu'il a eu dans toutes les provinces basques, et c'est très symptomatique, hein, les noms de ces cartes, c'est ça. Carte de cette province basque. Ce n'est pas un nationaliste basque qui revendique ça. Les nationalistes basques, par exemple, Sabino Arana, le fondateur de cette courant politique, il n'était pas encore né, il est né en 1865, et 2 années avant, à Londres, lui, il édite cette carte, résultat des études qu'il a fait avec des correspondants dans toutes les provinces basques. Alors, ça nous délimite ce qui étaient les Pays basques, qui étaient les Pays basques dans l'époque déjà contemporaine, 19e siècle, et aussi l'extension du basque, et là c'est en blanc et noir. Mais vous voyez qu'il y a des morceaux comme ça différents, qui sont de différentes couleurs, en signalisant, en marquant les différents dialectes du basque. Et très intéressant, c'est aussi voir que l'extension, l'étendue de la langue basque, ça arrivait même jusqu'au sud de Pampelune. Et bien sûr, il prenait toute la Guipuscoa, il prenait la plupart de la Biscaye, mais il y avait déjà une partie de la Biscaye, la plus occidentale, qui était déjà perdue pour les Basques. Et aussi, vous voyez, du côté de chez vous, du côté des Pays Basques Nord ou de l'État français, la plupart des contrées, des différentes régions, la Soule, la base Navarre et aussi les Labours, sauf la côte, déjà, c'était tout à fait dominée par les différents dialectes du basque. Ça nous donne une idée de, par exemple, la vision, j'insiste, pas des nationalistes basques qui revendiquent que cette unité, comme après il va faire Sabino Arana, le nationalisme basque, jusqu'à nos jours, hein, mais d'un point de vue scientifique et neutral. D'abord, il nous donne l'identité du Pays basque, les limites du Pays basque, et aussi la force encore de cette langue, de la langue basque, à la fin du XIXe siècle. Mais à partir de ce moment, c'est-à-dire pendant la fin du XIXe siècle, dans ce pays, il va y avoir des processus très importants et aussi des processus complexes et on pourrait dire même contradictoires dans l'évolution de ces provinces du point de vue socio-économique et du point de vue culturel. Parce qu'à la fin du XIXe siècle, à partir des années 80 du XIXe siècle, il commence par exemple le processus d'industrialisation de la Biscaye, autour de Bilbao et surtout ce qu'on appelle la région de la marge gauche et de la zone minière, justement cette partie qui est déjà débasquissée comme ça, mais surtout le plus important c'est que l'industrialisation de la Biscaye, ça va faire une espèce de révolution à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la classe ouvrière, que d'une façon, il y avait des ouvriers au Pays basque avant. En Guipuscoa, même en Navarre, bien sûr à Biscaye et comme ça, mais d'une façon déjà massive, c'est la classe ouvrière qui va se constituer là-bas à partir de cette industrialisation. Et ça va être une espèce dans 2-3 décennies, de révolutions économiques, de révolutions sociales et politiques. Ce n'est pas casuel que c'est dans la Biscaye où vont naître les courants politiques plus important qu'il va y avoir au Pays basque à partir de ce moment dans toute l'époque contemporaine, jusqu'à nos jours. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement basque, il est formé par 2 forces politiques, les partis nationalistes basques et les partis socialistes. Ces forces, ils vont naître et se développer dans cette Biscaye qui s'industrialise. L'industrialisation, elle va venir aussi en Guipuscoa, quelques décennies après, et pourtant, d'une façon différente, les provinces de l'intérieur, c'est-à-dire la Navarra et Álava, elles vont rester à l'écart de cette industrialisation, elles vont devenir des zones où les gens ils doivent
partir à l'extérieur chercher du travail et ils vont devenir des provinces, ils vont continuer à être des provinces liées au monde agricole, au monde paysan, jusqu'à les années 50 du XXe siècle. Tandis que, comme je viens de dire, Guipuscoa et Biscaye, ils sont entrés dans l'âge industriel avec toutes les conséquences qu'ils ont du point de vue économique, social, politique et culturel. Par exemple, quand Sabino Arana commence à faire les premiers discours qui vont former la courante nationaliste basque, il est très affecté, par exemple, par ce processus d'industrialisation à tous les niveaux. Par exemple, le fait de l'immigration massive des gens qui ne parlaient pas les basques, et les conséquences qu'il a, et comme ça. Bon, on entre déjà dans le XXe siècle, parce qu'il faut que je parle surtout de la République jusqu'à nos jours, et vous voyez, à ce rythme, on aurait pour parler 3 heures. Et on a une espèce de grande contradiction ou de paradoxe, que ces régions très développées, qui s'est industrialisée à Biscaye et à Guipuscoa, qui est du point de vue, par exemple, financier, c'est à la tête de l'État espagnol, avec les grandes banques qui vont surgir, alors les banques de Bilbao, les banques de Biscaye, tout ça, il a une paradoxe et une contradiction. Du point de vue, par exemple, culturel et universitaire, il n'a pas d'université. Il n'a pas d'université. Et alors, au début, par exemple, du XXe siècle, des gens qui sont des intellectuels, des gens qui sont des élèves et qui sont dans les universités espagnoles, ou bien des gens qui sont des profs dans les universités espagnoles, ils vont dire il faut faire une université au Pays Basque. Et ils vont faire, du point de vue social, des initiatives pour qu'on puisse avoir une université. Et ils vont faire, par exemple, les premiers congrès d'études basques à Oñate, c'est un village de Guipuscoa, l'année 1918, d'où il va sortir une entité sociale qui s'appelle la Société d'études basques, Eusko Ikaskuntza en basque, qui va faire différents congrès pendant presque tout le 2 ans pour parler de ces questions culturelles et de ces questions linguistiques. Quel genre d'université il fallait avoir, et surtout, par exemple, quelle place elle aurait dans cette université. Et dans les études et dans le monde académique basque, par exemple, les Basques. C'est la première fois, c'est le nationalisme basque que je viens de parler quand il est sorti, qui parle de la défense de cette langue qui est en train de disparaître, qui est en train de se vider, qu'elle est tout à fait dehors du système scolaire, qui va être revendiquée, par exemple, par la Société d'études basques comme ça, dans des années, dans des congrès que quand on regarde aujourd'hui les livres qu'ils ont fait, les bilans, les rapports, ils sont, du point de vue scientifique, des congrès très sérieux, très riches et comme ça, qui donnent alternative. Mais les systèmes académiques et les systèmes universitaires espagnols, elle fait toujours une politique contraire par défaut. Elle n'a rien fait. Et quand ils ont demandé, par exemple, d'avoir, parce qu'ils voyaient que c'était un paradoxe, la région la plus développée avec la Catalogne de toute l'Espagne, du point de vue universitaire, académique et du côté de l'appui à la langue propre, à une des langues propres comme c'est le basque, c'est la plus arriérée. Et le gouvernement espagnol, il s'en fout dans toutes les périodes et il tourne les dos. Alors, il commence à dire, par exemple, dans des congrès qu'ils font, qu'il faut déjà mettre en marche, par exemple, des écoles pour que les petits, par exemple, ils puissent, par exemple, avoir un enseignement bilingue. Surtout dans les endroits comme de la Guipuscoa ou certains contrées de la Navarre et de la Biscaye, où les enfants ou les petits, dans cette période, 1920, 1930 et comme ça, ils sont monolingues en basque. Alors, au moins, il faut respecter qu'ils puissent parler et qu'ils puissent être enseignés dans sa langue. Elle revendique au moins un bilinguisme que l'État ne veut pas. Et alors, ils vont dire, il faut mettre des écoles en basque comme ça. Mais ça, c'est une réalité très minoritaire jusqu'à qu'elle arrive la République. Il va y avoir quelques petites
quelques petites Icastola, à San Sébastien, à Tolosa et comme ça, mais jusqu'à l'arrivée de la République, ce système bilingue et ce système déjà un minimum d'enseignement en basque dans les écoles pour les petits, il ne se développe pas. Mais on arrive à la République. La République, elle est née un jour comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 12 avril. Un jour comme aujourd'hui, les gens votaient, les gens, pas les femmes, parce qu'ils n'avaient pas le droit à voter, mais le vote universel pour les garçons, pour les hommes et comme ça, pour des élections, pour les mairies, pour ces élections municipales, se passe un jour comme aujourd'hui, 12 avril 1931. Qu'est-ce qu'il arrive? Ces élections qui étaient des élections municipales, elles deviennent une espèce de plébiscite sur la monarchie. Pourquoi? Parce que s'est formée une coalition républicaine socialiste dans tout l'État espagnol et la campagne qu'on fait, de fait, c'est une campagne monarchie ou république. Quand les résultats arrivent, et on voit que dans la plupart des capitales des provinces de l'Espagne, dans la plupart, pas dans toutes, mais dans la plupart, mais surtout à Madrid, à Barcelone, à Bilbao, à San Sébastien, à Barcelone, ce sont les coalitions républicaines qui ont gagné. Les rois espagnols, Alfonso XIII, les grands-pères de Juan Carlos, celui que vous avez connu jusqu'à il y a très peu de temps, il était le roi, maintenant il est roi émérite. Je ne vais pas parler parce que ça bon, alors, ils comprennent qu'il faut qu'ils partent, et ils partent. Et la République naît en Espagne d'une façon tout à fait démocratique, pas révolutionnaire, pas un seul sang, une goutte de sang, et comme ça. C'est dans un village, dans une ville de la Guipúzcoa, à Eibar, par loin d'ici, à 200 km, comme ça, vous voyez, qui est proclamé la République le matin de 14 avril 1931, c'est-à-dire demain, après-demain, mardi. Le matin. Ça, c'est une photo faite ce jour-là, l'après-midi. Hein. Le matin, quand ils ont proclamé la République, ils sont partis de la mairie. Ils avaient peur parce qu'ils ne proclamaient pas la République nulle part. Et alors, à 3 heures, c'est à Barcelone, après Madrid et comme ça. Mais il y a eu quelques heures où les gens d'Eibar, après proclamer la République, ils ne savaient pas s'il allait avoir une lutte. Et c'est pour cela que ces photos se fait l'après-midi. Et bon, quelquefois, ils mettent momento de proclamation de la République. C'est pas vrai. C'était à 5 heures, 6 heures du matin, pendant la nuit. Bon. On continue. Et la République, ça va être la possibilité de que toutes les expressions politiques de l'Espagne, de gauche et de droite, s'expriment. Elles vont, toutes ces expressions, tous ces partis, toutes ces organisations politiques se développer d'une façon extraordinaire. Pas seulement la gauche, pas seulement les partis socialistes, les partis républicains, les anarchistes, les communistes, comme ça. La droite aussi. La droite aussi, elle va s'agrandir, elle va se développer, elle va faire des organisations vieilles, rajeunies, et comme ça. Et aussi, c'est l'occasion, c'est la première démocratie qu'on a en Espagne. C'est la première démocratie, et peut-être la dernière. Bon, non. Ouais, bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est-à-dire, c'est la première démocratie en Espagne, mais cette démocratie, elle va être très courte dans le temps. 31, on commence, 36, c'est-à-dire 5 ans après, elle va finir par la guerre, par les coups militaires et la guerre civile. Et toutes les expressions politiques ont la possibilité de revendiquer ce point de vue, ces positions. Dans les camps qui nous intéressent à nous, pour cette séance, pour ce débat d'aujourd'hui, dans les camps des langues et comme ça, bon, c'est une question clé, par exemple, la position des nationalistes basques et d'autres forces politiques, comme ça, d'avoir, comme la Catalogne, parce que la Catalogne, c'était la première qui avait revendiqué, parce qu'elle avait pacté déjà, les Catalans, ils avaient réussi à pacter avec les forces républicaines, depuis l'année 1930, quand ils ont fait ce qu'on connaît comme le pacte de San Sébastien, parce qu'on l'a signé à San Sébastien,
les compromis de qu'une fois que la République arriverait, la Catalogne, elle aurait son statut d'autonomie. Et c'est vrai, le statut d'autonomie catalane, il est arrivé quelques mois après, l'année 32. Ils ont proclamé la République, les Catalans, bon, le même 14 avril, la République catalane, dans le cadre de la République fédérale espagnole, ils ont proclamé le 14 avril 1931 à Barcelone. Maintenant, on voit plein de fois au siège de la Generalitat. Les Basques, non. Les Basques, ils ont un processus beaucoup plus sinueux et beaucoup plus difficile. De fait, le statut basque, il est arrivé en 1936, déjà dans le cadre de la guerre civile espagnole. Mais ils ont commencé, une fois que la République ils commencent à revendiquer. Et par exemple, à Estella, c'est un village d'ici, de la Navarre, à 40 km de Pampelune, ouais, vous voyez, par exemple, ils font le 14 juin 1931 une assemblée où ils revendiquent, c'est important le titre, Estatuto General del Estado Vasco. Ils ne parlaient pas d'une région autonome, non, ils parlaient de Estado Vasco, de l'État basque. Bon, c'est approuvé dans la Magna Asamblea de Municipios Vascos à Estella. Ça, c'est un triomphe, mais après, bon, ça n'ira pas avant parce qu'il est critiqué par les forces de gauche et comme ça, mais ils vont faire un autre projet de statut qui va être discuté pendant l'année 1932. La Navarre, en juin 1932, dans une assemblée très controversée, elle va rester dehors de ce statut. Et après, le statut qui est avalé par les forces de gauche et par les partis nationalistes basques, il va être plébiscité et accepté à partir d'un référendum qu'on fait en novembre 1933, mais comme c'est la droite qui arrive au pouvoir justement un mois après, elle va rester à l'écart. Jusqu'à que, dans l'année 1936, une fois que la guerre civile elle a commencé, finalement, il va être accepté dans le Parlement de Madrid le 1er octobre 1936. Je dis, une fois que la guerre commerciale elle est déjà en marche. Et c'est ce cadre autonomique qui devait appuyer, en théorie, toutes les revendications, par exemple, comme l'université pour les Pays Basques, comme les trucs de bilinguisme et comme ça, qui restent du point de vue de l'État tout à fait marginalisé, qu'il reste en espérant qu'on ait un statut d'autonomie, il reste tous ces trucs, il reste à l'écart. Bon, ça c'est par exemple l'Assemblée d'Estella, ça c'est le projet de statut de 1933, mais comme je vous dis, le statut il va être acquis en 1936. Entre-temps, il faut dire que par exemple l'année 1936, un mois avant du commencement, du début de la guerre civile espagnole, les forces politiques de gauche de la Navarre, je reviens maintenant sur la Navarre, qui avaient été très froides ou contraires au projet de statut de 31 et 32, bon, alors ils se rendent compte que la Navarre, elle est tout à fait dominée, maîtrisée par la droite espagnole, et alors c'est intéressant pour eux dès que la Navarre revient au projet de statut commun. Et tous les représentants des forces politiques de la gauche navarraise, Parti Socialiste, Union Générale des Trabajadores, Izquierda Republicana, et comme ça, demandent au gouvernement espagnol que la Navarre soit de nouveau insérée dans les projets de statut basque. Mais ça c'était le 15 juin. Cette demande qu'ils font au Parlement espagnol, il n'aura pas lieu parce que un mois après, il commence la guerre civile espagnole. Et dans cette guerre espagnole, on verra, va avoir des conséquences. Mais on peut dire, et ça revient, et ça touche directement le sujet de notre débat d'aujourd'hui, même s'ils ne peuvent pas avoir un statut d'autonomie, même s'ils ne peuvent pas avoir une université pendant la période républicaine, et même s'ils ne peuvent pas mettre en marche une politique bilingue de l'enseignement et comme ça, ils vont commencer, ces gens qui ont demandé le statut d'autonomie basque commun pour les 4 provinces, ils vont faire un travail par la base de formation des premières écoles en basque, par exemple, aussi en Navarre.
celui qui, vous savez, là-bas en train de parler, c'était le maire d'Estella, Fortunato Aguirre. Oui, il avait été l'amphitryon de cette grande assemblée juin 31. Lui, il est en train de parler là-bas. Et c'est lui, avec d'autres gens, qui vont, par exemple, faire la première école en basque en Estella. En Navarre, il va voir, par exemple, trois écoles en basque. À Pampelune, c'est la grande ville de la Navarre, la capitale de la Navarre. À Elizondo, dans la vallée de Bastan, c'est normal parce que c'est un endroit basque, de langue comme ça. Et l'endroit le plus au sud, ils sont déjà débasquissés depuis le 18e siècle comme ça, c'était Estella. Lui, par exemple, Fortunato Aguirre, qui était le maire, avec d'autres gens, avec d'autres familles, ils vont pousser là-bas, à Estella, l'école en basque. Et ce réseau d'écoles en basque se développe dans toute la Guipuscoa, dans toute la Biscaye et en Navarre, comme je dis, dans les trois assemblées dont je viens de parler. Estella, Pampelune et Elizondo. Et là, vous voyez, là au coin, ça m'intéresse, il est à genoux, la tête qu'on voit, c'est lui, le maire d'Estella, avec son petit, avec l'autre petit comme ça. Ils vont développer cette école, ils vont développer des groupes de danse, des folklore et comme ça, tout dans un cadre basque et basquissant. Vous voyez en bas, dehors, les coloniales, les drapeaux basques. Et vous voyez, quand la guerre elle commence, maintenant je vais parler de ça, de la guerre, elle va finir avec tout ça. Elle va finir d'abord avec les gens, avec tous les adversaires politiques, et ça il faut dire. Il faut dire. Et il faut souligner, surtout pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Hein, mais il faut les souligner, il faut les avoir en compte. La Navarre, en 1936, elle était tout à fait contrôlée par la droite. Par exemple, un exemple très, très clair. Dans la République, il y a eu trois élections pour le Parlement espagnol. 31, 33 et 36. 31, c'est la droite qui a gagné en Navarre. Il a eu 5 députés et la minorité de gauche, il a eu 2. Mais dans les élections de 33 et 36, tous les parlementaires élus en Navarre, ils étaient de la droite. 7 parlementaires en 33, 7 parlementaires en 36. Tellement ils maîtrisaient la province qu'ils ont partagé les voix dans différents endroits pour avoir la majorité absolue. Ils contrôlaient aussi la députation. Ils contrôlaient aussi la mairie de Pampelune et de pas mal de villes. Et ils avaient un réseau politique et social à partir du carlisme qui était tout à fait majoritaire dans la plupart de la province. Une majorité politique, une hégémonie politique totale. Et surtout, aussi, ils ont eu l'appui et les contacts. Cette droite, elle a contacté avec les militaires quand ils préparaient les coupes. Et là, un des premiers des mouvements fascistes ou des mouvements militaires contre la République, Emilio Mola, il se trouvait à Pampelune. On l'appelait, son surnom c'était El Director, le directeur des coupes. Alors, ils ont fait la liaison avec lui et ils ont dominé la province dès le premier moment, du 18 juillet, de l'après-midi, du soir du 18 juillet, ils ont contrôlé toute la province. En Navarre, il n'y a pas eu de front, de guerre, et pourtant, ils ont tué 3000 personnes. Et ce n'est pas un chiffre exagéré. Vous allez, si vous pouvez, mais pas mal de gens d'ici, vous connaissez par exemple, vous pouvez aller à Sartaguda, et vous savez là les noms de tous les gens assassinés en Navarre, surtout dans l'été et l'automne de 1936, au début de la guerre. Et après aussi, ils ont continué, mais la plupart. Là, vous voyez, par exemple, les filles qui étaient nées après la mort de ces mères dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, Fortunato Aguirre. Lui, le maire d'Estella, il a été arrêté la soirée du 18 juillet, il a été amené en prison, à Estella même, et il est sorti de la prison pour être tué 2 mois à froid, 2 mois après, près de Pampelune. Ce n'était pas une mort
dans un affrontement, dans c'est pas une bagarre. Non, non, non. Ils l'ont sorti 2 mois après de la prison pour l'amener tuer à Pampelune. Ça s'est passé comme ça, avec des centaines de personnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des morts conséquences des procédures judiciaires. C'est mort fait comme ça, à froid ou à chaud, comme vous voulez, mais de cette façon sauvage. Et vous voyez, c'est toute la droite de Navarre, sauf, si on considère les partis nationalistes basques comme une partie de droite, sauf les partis nationalistes basques, qui font les coups d'appui au Mola, à sa gauche ou à sa droite avec la chemise blanche et les bérets, c'est un des chefs des carlistes, et à côté de lui, de l'autre, avec la cravate, c'est par exemple le directeur du principal journal de la Navarre, alors et maintenant. Oui, Diario de Navarre. C'est lui le directeur qui était parlementaire à Madrid et qui avait été les contacts entre les militaires et la droite dans tout l'État. Il avait fait la liaison avec Sanjurjo et comme ça. Elle était une espèce de collaborateur, de conspirateur. Et après, vous voyez, ça, cette photo, c'est très expressif. Parce que c'est ça, le 19 juillet à Pampelune, il se sent déjà vainqueur. Il se promène à côté de la place de Pampelune comme des vainqueurs. Mais ça reflète aussi tous les secteurs politiques qui sont derrière ces coups militaires. Qui va, j'insiste de nouveau, ou je remarque de nouveau, en ayant ce contrôle sur la Provence, ils n'épargnaient pas la cruauté. Et ils sont cruels jusqu'à ses limites. De tuer 3000 personnes, quand il n'a pas besoin de ça. Parce que ça suffisait de les neutraliser politiquement en les enfermant dans les prisons et pas les tuer comme ils l'ont fait. Bon. Et vous voyez, ce journal Diario de Navarra, les premiers jours, c'est lui qui sort le bando de guerra de Mola, la déclaration d'état de guerre, et comme ça, sans aucune honte. Sans aucune honte. Moi, j'obligerai tous les 19 juillet, tous les anniversaires de toute notre vie, faire ça en poster pour que les gens ils sachent d'où ça vient la guerre et d'où ça vient la dictature après. Des journaux musulmans. Heureusement, il s'appelait Periódico Independiente. Periódico Independiente. Bon. D'autres groupes comme la Phalange, dans ce temps-là, ils ne se promenaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les sièges des partis politiques ou les sièges des journaux. C'est la répression déjà, pas seulement politique, de façon de tuer des gens, c'est aussi la répression politique. Ils vont mettre hors la loi de façon automatique tous les partis de gauche, comme ça par exemple, c'était le siège de l'Izquierda Republicana, c'était le siège qu'ils ont pris le 19 juillet, la matinée du 19 juillet, au centre de Pampelune, et par exemple, quelques heures après, ou quelques jours après, ils sont allés, par exemple, vers la siège du journal nationaliste La Voz de Navarra, ils l'ont pris, 10 jours après, ils commençaient à sortir le premier journal de la Phalange dans l'État espagnol, Arriba España. Un journal qui a continué jusqu'à l'année 1976, c'est-à-dire toute la dictature, 40 années, avec des appuis officiels, parce que très peu de gens lisaient ce journal fasciste, mais c'était un journal fasciste fait dans l'ancien journal des nationalistes basques. Ça, c'est un phénomène qui va se reproduire dans toutes les provinces. Par exemple, j'habite à San Sébastien. À San Sébastien, il y avait des journaux de droite fascistes comme ça. La Voz d'Espagne, qui était un ancien journal républicain, La Voz de Guipúzcoa, un autre qui s'appelait Unidad, le journal de Phalange aussi, et à Bilbao c'est pareil, partout, dans toute l'Espagne. Bon. Et surtout, et ça nous intéresse pour notre sujet, bon, du côté des points de la langue, il y a une politique de répression aussi contre toutes les expressions linguistiques. Et par exemple, ça c'est pas comme on dit en français, bando, une proclamation, un bando fait dans ce cas, par exemple, par les commandants de ce village que je viens de dire, Estella. Il dit, en español, salvo algunas honrosísimas excepciones en que elementos nacionalistas de Navarra se han alistado voluntariamente, en general el Partido Nacionalista
el Partido Nacionalista Vasco ha observado indiferencia ante los gravísimos momentos por que atraviesa España, y son demasiado graves estos momentos para guardar cierta clase de posturas. Estella, el village, estaba minado por este documento del separatismo, fomentado e importado por ciertos hijos de la misma que todos conocen, por lo que no hace falta mencionarlos. Por ello se ha vertido en Guipúzcoa y en otra tata. Por lo cual vamos a ver lo siguiente. En 48 horas, en 48 horas deberían entregar, dans un délai de 48 heures, il faut que les gens qui possèdent des prendre des vêtements, des instruments de musique comme ça, liés à la culture, il faut qu'ils les amènent à la caserne. Asimismo, se entregarán por quien los posea de la même manière. Ils donneraient ce qu'ils possèdent, les livres et objets de toutes sortes de la ancienne école basque. L'école basque venait d'être fermée, c'était en plus la période des vacances, mais ça c'est le mois de septembre. La documentación, objetos, insignias y fondo de las sociedades nacionalistas, y en una palabra todo lo pertinente a esas sociedades coloniales nacionales. En ciertas regiones de las provincias vascongadas, dans quelques endroits des régions vascongadas et dans notre chérie Navarre, on utilise les chistou et les correspondants instruments pour les danses. Dans les vascongadas, Guipúzcoa, Vizcaya, peut-être ils puissent continuer avec ces habitudes. À Estella, dans ce village, ça c'est une plante exotique, inconnue et importable pour tout le savant. C'est-à-dire, il devient de ce temps. Ça acabó le Grauskari. C'est fini les cris, les mots d'ordre, vive le Pays Basque. Estamos en tiempos de Viva España. On est dans le temps de crier Viva España. Por consiguiente, quien los posea entregará todos estos instrumentos en el mismo plazo. Au même temps, de la même manière, on interdit les mots, la palabra agur, importé par les séparatistes en lugar del adiós genuinamente español. On ne peut pas dire adiós, agur, parce que ce qui est espagnol, c'est adiós. Con lo dicho, para quien quiera entender, queda de sobra explicado el motivo de la publicación de este bando y lo ponemos aquí. Avec tout ça, maintenant quand on l'a lu, même on rit. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui nous arrivait avec les premières déclarations des troupes, qu'on pensait que c'était des trucs d'un clan. Non, non, c'est une politique consciente de dire aux gens, vous ne pouvez pas parler en basque comme ça. Maintenant, quand on était en train de manger, on parlait par exemple des prénoms en basque. Je n'ai pas mis ces photos comme ça parce que, vous voyez, on n'a pas le temps comme ça. Mais on pourrait faire sur ça aussi une autre conférence. Par exemple, les articles et les décrets qu'ils ont fait, par exemple, en interdisant tous ces mots séparatistes. C'est-à-dire tous ces mots qui sont en basque, Kepa, Koldobi, Manol, ils restent interdits. Et le gouvernement de la Guipúzcoa, il sort des décrets en disant hablas castellano, parle espagnol et comme ça. Une politique tout à fait négative vis-à-vis de la culture basque. Quand ils arrivent à Tolosa, la guerre elle a commencé le 18 juillet et le 11 août, ils arrivent par exemple de la Navarre justement à Tolosa. La première chose qu'ils font, c'est utiliser les matériaux de l'école basque de Tolosa pour faire une autodéfense. Et ça, cette photo, elle est publiée dans les journaux, et en plus, il est commenté de façon positive, c'est-à-dire l'auditorio, pour dire feu purificador, fuego purificador. Il faut détruire tous ces matériaux séparatistes comme ça. C'est ça qu'ils vont faire. À partir de ce moment, tous les écolans basques, ils vont disparaître, pas seulement en Navarre, en Guipúzcoa, Vizcaya. Ils vont se réfugier en exil et comme ça. Et la différence avec pays qui ont passé par ces sarampions fascistes ou totalitaires, comme la France, par exemple, les années 40-45, c'est qu'en Espagne, la dictature s'est prolongée jusqu'à 1975. Vous voyez là, el caudillo, dans sa table, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ce qu'il y a dans sa table, c'est Hitler. Hein, c'est les années 39, 40, 42, 41. Une des dernières photos, c'est 75, avec les rois, les princes, et après lui, les rois, Juan Carlos. La différence de la dictature espagnole vis-à-vis de l'Italie
de la France, de l'Allemagne, comme ça, c'est que nous, on a eu une dictature de presque 4 décennies. Et dans toutes ces périodes, on a eu limité la liberté d'expression, la liberté de culture, la liberté linguistique comme ça. Bien sûr, il y a eu des différences, et à partir des années 60, il va avoir des chemins pour se développer, comme on verra, par exemple, les Itastola, des publications et tout ça. Mais par exemple, dans les 2 premières décennies, c'est la fin tout à fait, c'est la disparition. C'est par exemple, si on faisait, si quelqu'un comme Luciano Bonaparte, il aurait fait une carte du basque aux années 60 ou 50, par exemple, on verrait par exemple, dans la Navarre par exemple, tous les vallées près du Pyrénées, ils se sont débasquisés dans 30 ans. Pourquoi? Parce que, bon, ils n'ont pas de continuité, ils n'ont pas de possibilité d'enseigner en basque, et surtout, les gens, ils intériorisent que le basque ne sert à rien, que la langue des progrès, c'est l'espagnol, et que seulement si on parlait en basque, on pourrait être châtié par les profs, la maîtresse, c'est comme ça, sauf exception. Et c'est l'exil, ici en France, ou en Argentine, ou au Guatemala, ou à Mexico. Moi, je disais toujours à mes élèves, à l'université, pas des élèves petits qui ne connaissent pas, des élèves qui sont en université. Moi, j'ai fait toujours cette question. Où est-ce que vous croyez que s'est faite la première revue en basque après la guerre? Je vous pose la question. En Amérique ou en Amérique? À Guatemala. À Guatemala. Pendant quelques années, là, 2, 3 anciens curés, un curé comme ça, qui étaient en exil comme ça, ils ont fait une revue, par exemple, en basque comme ça, très important du point de vue culturel, philosophique comme ça. Vous voyez, par exemple, l'article qu'il y a sur Spinoza, la traduction en bas de Platon et Socrate comme ça. Mais c'est fait à Guatemala. Et bien, la plupart des revues c'était faites ou bien en France, ou bien en Argentine. La plus importante éditoriale qu'on a eue des cultures basques comme ça, c'est l'éditorial Ekin, qui est né à Buenos Aires l'année 1942. C'est l'exil qui est le refuge de ça. Ici, par exemple, Eusko Ikaskuntza, la société d'études basques, qui est disparue et qui n'est pas renouvelée jusqu'à 1978, bon, elle a fait 2, 3 congrès ici, par exemple. À Biarritz, c'est comme ça, en exil. À l'intérieur, c'est tout à fait disparu. Mais je viens de dire, c'est une situation qui va changer, heureusement, à partir des années 60, parce que, bon, déjà les années 60, il y a déjà de plus en plus un début de résistance au niveau politique, au niveau culturel, des nouvelles organisations, ils commencent, par exemple ETA, que maintenant on la présente comme une organisation dès le début jusqu'à la fin, comme une organisation terroriste, mais il faut dire, bon, les premiers attentats de l'ETA avaient des résultats d'une victime, et dans le contexte de la dictature, c'est 68. Mais jusqu'à 68, il s'était passé plus de 10 ans depuis qu'elle était formée, et dans cette ETA des années 60 et même 70, c'est comme ça, l'aspect culturel, l'aspect linguistique, elle était très important. Bon, à part ça, il y avait de nouvelles organisations aussi à l'intérieur, comme l'ETA, des organisations maintenant qu'on appellerait des radicales ou d'extrême gauche et comme ça. Il y avait, et surtout, il y avait une dynamique dans la société, du point de vue culturel comme ça, et politique aussi, très importante, de plus en plus au Pays Basque, compris la Navarre, à partir des années 60. Par exemple, à Pampelune, bon, le premier Aberrebuna, c'est-à-dire le jour de la fête basque, que c'était un jour de revendication et bien sûr, pendant le franquisme, tout à fait interdit. Bon, on l'a fait, la première Aberrebuna à l'intérieur, on l'a fait l'année 64, 65 aussi, on l'a fait, 66. À Pampelune, à Aberrebuna 67, on l'a fait. Ouais, et voyez. Et maintenant, les drones, c'est les plus modernes comme ça. Alors, pas des drones, mais aussi des
comment on dit, c'est pas comment on dit en Ballons. français, qu'on envoie au ciel cohetes. Ah oui, des luminaires là, Des fusées avec un parachute qui laissait tomber au milieu de Pampelune, l'année 67, les drapeaux basques, les courrignats comme ça. Et des gens, ça c'est Iruña 1967, qui couraient devant les flics d'alors, les grises, ils n'avaient pas encore l'allure anti-répressive des années 70 et comme ça, et tout le temps, à partir de ce moment, en train de courir et comme ça. Ma seule question, ma seule réflexion sur ça, c'est comme les Pays Basques, on n'a pas donné autant de coureurs comme les Africains, parce qu'un exercice qu'on faisait, c'est courir. Moi, j'étais à Pampelune, j'ai milité dans les années 70 et comme ça, pas mal de manifestations. Seulement 2 fois, j'ai couru derrière eux. Entre parenthèses, C'est parce qu'ils ont jeté des cocktails Molotov et ils ont commencé à courir. Mais ça a été pendant secondes, parce que tout de suite, il arrivait des nouveaux flics comme ça, des camionnettes comme ça, et il fallait courir mais devant eux. C'est-à-dire, ça c'est 67. Et dans ce temps-là, je reviens vers la Navarre, tout le monde en Navarre, tous ces partis, toutes ces organisations dans la clandestinité qui s'étaient développées d'une façon extraordinaire et qui avaient changé la Navarre, ça il faut dire aussi. J'ai commencé à dire que l'industrialisation de la fin du 19e, elle avait transformé la Guipuscoa et la Biscaye. Là, l'industrialisation qui a eu lieu en Navarre et à Alava à partir des années 50 et surtout 60, elle a transformé aussi la Navarre. La Navarre, par exemple, à partir de ce moment-là, elle a eu un mouvement ouvrier très puissant. Ce n'était pas déjà les mouvements paysans revendicatifs de l'époque de la République, c'était un mouvement ouvrier lié à l'industrie. Cette industrie qui s'est développée autour de Pampelune et aussi dans les grandes villes comme Estella, Leiza, Tafalla et comme ça. Et dans ces cadres-là, ils sont sortis de nouvelles organisations. Quelques-uns qui venaient de l'ETA, des ruptures de l'ETA, par exemple l'État 6, qui après il avait fusionné avec le CR, avec les trotskistes pour former le CERTA 6, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Movimiento Comunista de Euskadi, etc., que tous et toutes ces organisations, ils faisaient une lecture d'abord de la Navarre comme faisant partie du Pays Basque, et ils vont partir dans ces mobilisations et dans ces structures organisatives, dans ces contextes d'unité du Pays Basque. Ça, vous voyez, par exemple, c'est une affiche fait l'année 1976 pour la Berriuna, signée par la plus importante organisation de l'extrême gauche alors en Navarre, que c'était la ORD, maoïste. Et là aussi, on est quelques secondes avant de commencer à courir. Au centre de Pampelune, tu vois, avec des sicurignats toujours interdites. Vous voyez, les sicurignats sont différents, faites de façon artisanale, mais quelques secondes après, pas minutes, on courait comme des gazelles. Bon. Ce processus, j'arrive déjà, je ne sais pas combien j'ai de temps. Combien de temps j'arrive? Un quart d'heure, je pense. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Ça s'est passé dans les années 60 et 70 surtout. C'est dans cette période qu'on appelle le tardofranquismo. Ce dirigeant trotskiste Ernest Mandel, il avait défini les crépuscules du franquisme à partir de 1970, avec le procès de Burgos, le procès de Burgos, et qui c'est le grand procès contre les militants dirigeants de l'ETA, qui finit par une victoire, parce que c'était 9 condamnations à mort qui étaient demandées par les franquistes. Il a fallu qu'elles reculent, et bon, à partir de 1970, il commence à avoir des mobilisations de plus en plus fortes, surtout au Pays Basque et en Catalogne, et dans la ceinture ouvrière de Madrid aussi, et avec une répression très forte comme ça. Et ça, j'ai dit avant, il faut se rendre compte que même s'il y a des différences entre la première dictature et la deuxième, du côté des respect aux droits humains
au droit de liberté d'expression, liberté de réunion, droit de grève et comme ça, jusqu'à la fin du franquisme et jusqu'à très avancée la transition, ils ont continué avec ces façons d'agir tout à fait criminelles. Par exemple, je mettrai un exemple, que ce n'est pas Pampelune, mais c'est Vitoria, tout près de Vitoria. Vitoria, 1976, c'est-à-dire Franco il était déjà mort, ils ont tué 5 ouvriers par le seul délit de qu'ils s'étaient rassemblés dans une église pour faire une assemblée. C'est-à-dire ce qui était normal dans toute l'Europe, le droit à se réunir, à faire des syndicats et comme ça, en Espagne était interdit pendant toutes ces périodes. Dans le domaine culturel, c'est pareil. On avait la censure. On n'a pas eu, par exemple, maintenant, c'est pour cela que c'est très important de faire cette histoire et comme ça, parce que nos jeunes, nos fils et nos filles, comme ça, quand elles apprennent, elles pensent que, par exemple, la citation de, par exemple, pluralité des médias, la pluralité des télévisions et comme ça, la pluralité, par exemple, des possibilités d'apprendre dans une langue et dans une autre, c'est une chose naturelle. Non, non. Les médias en Espagne, par exemple, ils ne se sont pas développés sans censure à l'avance jusqu'à après de la mort de Franco. El País, par exemple, El Mundo, tout ça, ils sont sortis après. Les radios, c'est pareil. Les radios, par exemple, même après la mort de Franco, tous les radios, il fallait, pour faire les informatifs, qu'ils connectent avec Radio Nacional Española pour faire les programmes informatifs, comme ça. Bon. Dans cette situation, bon, augmentation des luttes ouvrières, dans le cas de la Navarre, d'organisation, de croissance des organisations clandestines, et comme ça, il est arrivé la mort de Franco, et comme je viens de dire maintenant, ce n'est pas d'une façon automatique qu'on a eu maintenant. Vous savez qu'il y a eu une petite polémique en Espagne parce que le Parti socialiste qui est maintenant au pouvoir, il a dit que cette année on va faire la commémoration des 50 ans de la mort de Franco et des commences de la dictature, de début de la dictature. Non, c'est pas vrai. L'amnistie, par exemple, que c'était la principale revendication, elle est arrivée 2 ans après, 1977, le mois d'octobre. La légalisation des partis politiques, elle est venue aussi très tard. Le Parti communiste, il n'a pas été légalisé jusqu'à 1977, le mois d'avril. Les partis nationalistes radicaux et d'extrême gauche comme ça, chez nous, ils n'ont pas été légalisés jusqu'à 1977, le mois de septembre. C'est-à-dire, ce n'est pas Juan Carlos arrive au pouvoir et automatiquement on entre dans une période démocratique. Non. Et je viens de mettre l'exemple de Gasteiz 1976, avec 5 ouvriers morts. Bon, c'est un processus de lutte pour ces droits démocratiques, les revendications ouvrières et comme ça. Et ça, par exemple, c'est important parce que chez nous, dans tous les pays basques, et ça, il parlera ma collègue, pour ces moments-là, ils se sont développés par plusieurs voies et comme ça, avec l'appui quelquefois de l'Église, avec l'appui des coopératives des parents et comme ça, des Ikastolas, à partir de la moitié des années 60, des écoles basques, qu'on va appeler maintenant Ikastolas. Surtout en Biscaye et en Guipúzcoa, mais aussi en Navarre et à Álava. Et tout va se développer avec des problèmes comme ça, et jusqu'à l'arrivée de ces points de référence qui sont de cette nouvelle étape qui va venir après les élections du 15 juin 1977. J'insiste, avec des partis encore qui sont hors la loi, et avec par exemple au Pays Basque des luttes pour l'amnistie très fortes. Un mois avant, par exemple, de ces élections, il y a eu des grèves générales dans tous les Pays Basques pour l'amnistie, avec un résultat, mai 67, un mois avant, de 5 morts par les flics quand ils ont disparu, ils ont tiré à Pampelune, à Saint-Sébastien et comme ça. Bon,
Le 15 juin 1977, c'est un peu comme le 12 avril 1931, d'un point de vue, pas si radical, parce qu'ici, on n'a pas changé, par exemple, de régime, et la monarchie, elle a continué, et aussi, elle a continué toutes les institutions qui venaient de l'époque franquiste, c'est-à-dire l'armée, l'appareil judiciaire, les forces de répression, tous, automatiquement, elles sont passées d'un régime à l'autre. C'est pour cela qu'avant j'ai dit, c'est la première démocratie. Maintenant, on est dans une démocratie, ce n'est pas une dictature, mais c'est une démocratie un peu imparfaite. Mais bon. Bon, première élection, on l'a fait. Et vous voyez tous les résultats des 4 provinces basques. Et en Navarre, ce sont les forces, pardon, c'est une organisation qui ont fait les anciens franquistes, la Union des Centres démocratiques, qui gagne les élections avec 3 députés. Les partis socialistes, c'est la deuxième force. Un parti socialiste, que je peux vous dire, comme témoin de ces années, il ne comptait rien en Navarre dans la clandestinité, dans les années 70, comme ça, mais qu'il s'est formé à partir de 1974 comme un petit groupe, mais surtout, à partir de ces élections, il va être très important, maintenant il est au gouvernement de Navarre, parce qu'il a profité de la vague en faveur du socialisme historique. C'est la grande surprise, par exemple, à niveau de l'État espagnol, quand ces élections à niveau de l'État espagnol, les partis gagnants, c'est UCD, mais le deuxième parti, avec 118 députés, c'est le Parti socialiste. On pensait que les partis communistes, que c'était à niveau de l'État espagnol, les grands partis de l'opposition qui étaient partout, aux Asturies, en Andalousie, en Galice, en Catalogne, à Madrid, au Pays Basque, et comme ça, qu'il était partout, qu'il avait protagonisé la formation du mouvement ouvrier, pas au Pays Basque, mais oui, dans d'autres régions et comme ça, et qui étaient les partis plus à la mode dans les milieux intellectuels de gauche alors, et comme ça, ouais, c'était des partis proches au Parti communiste, pas du Parti socialiste. Bon, la grande surprise, c'est que le Parti socialiste, il a eu 118 députés, et le Parti communiste, il a eu 20 députés, et la plupart de ces 20 députés, c'était 13, je crois, du Parti socialiste ouvrier de Catalogne. Le reste, tout peu, quelques-uns à Madrid, en Andalousie, aux Asturies, comme ça. Alors, les grands partis, les partis gagnants, c'est l'Union des Centres démocratiques et le Parti socialiste. Ça s'est reproduit ici en Navarre. En Guipuscoa et Vizcaya, c'est le parti nationaliste basque qui est le premier parti, après le parti socialiste. Bon, vous voyez, partage de voix comme ça, je vais vite. Et ça, c'est le début d'une nouvelle dynamique où les parlements, d'abord le Parlement de Madrid, et après, une fois que les statuts d'autonomie se mettent en marche, ils vont gérer. C'est la dynamique parlementaire où déjà les mobilisations sociales et ces secteurs qui étaient derrière ces phénomènes comme les Icastola et comme ça, déjà, elles restent tout à fait, pas tout à fait, mais très à l'écart. Ça c'est très joli comme photo, parce que c'est fait à Guernica le 19 juin 67, juste le jour où se faisait 40 années de l'entrée des franquistes à Bilbao, jour par jour, 19 juin 37, 19 juin 77 à Guernica. La date à part, mais c'est joli comme coïncidence, c'est la constitution de ce qu'on appelait Assemblée des Parlamentarios Vascos, Assemblée des parlementaires basques. Tous les Basques des 4 provinces qui avaient été élus comme parlementaires pour Madrid, ils se réunissent. Et ils ont un programme dans lequel c'est une pièce très importante, un point très important, l'élaboration d'un statut d'autonomie. Et ces mots, ou cette référence des statuts d'autonomie, qui dans les années dernières du franquisme et comme ça, elle n'était pas à la mode, si en Catalogne, oui en Catalogne, parce qu'en Catalogne, le mot d'ordre c'était libertad, amnistia, estatuto d'autonomia. À Pays Basque non.
Et les Pays Basques ont commencé dans une manif, ont commencé à crier autodétermination. J'avoue que ce n'est pas un mot très propice comme slogan, mais avant de finir, il y avait des gens qui criaient Independencia, c'est-à-dire le mot d'ordre d'autodétermination qui venait du monde de la gauche léniniste comme ça, derecho de los pueblos a autodeterminación, bon, il était caché par la référence à l'indépendance. Le statut d'autonomie, il était oublié. Mais quand on fait les premières élections, c'est le Parti nationaliste basque et le Parti socialiste qui sont les chefs au Pays basque, et ils récupèrent cette dynamique de faire un statut d'autonomie qui allait être différent de celui de 36, mais dans la même logique. Vous revenez en basque, le statut est comme ça. Bon, ça se retarde, et vous voyez, Irujo, Ajuliaguerra, Enrique Mujica, les leaders, là, dans les coins de la droite, gauche pour moi, mais pour moi, il y a le chef du Parti socialiste, Gabriel Urralburu, de la Navarre, comme ça, c'est-à-dire les socialistes de la Navarre qui ont été élus, et Irujo qui l'avait été élu comme sénateur, ils vont aller dans cette assemblée des parlementaires, et ils vont faire partie de cette assemblée des parlementaires basques, et comme vous voyez, l'objectif c'est d'avoir un statut d'autonomie. Et ça donne une nouvelle dynamique, une dynamique neuve à cette revendication. Et vous voyez ça en Navarre, par exemple, Irujo, et à côté de lui, le chef du Parti socialiste, qui est Irujo, c'est facile, c'est le vieux avec la cravate, l'autre qui n'a pas de cravate, c'est Gabriel Urralburu, le chef du Parti socialiste. Okay. Entre parenthèses, c'était un curé. C'était un curé qu'après il s'est sorti. Mais quelqu'un avec ironie disait c'est bizarre les partis socialistes en Navarre, en comparant avec les partis socialistes d'avant la guerre, qui était un parti socialiste laïque militant, il était dirigé par des curés. Celui-ci et un autre qui était le théorique Victor Manuel Arbeloa. Bon. Mais vous voyez, Irujo dans l'université avec quand encore jusqu'aux années 80, les partis socialistes en Navarre, ils faisaient politique commune avec les restes des partis politiques et de tradition politique, pas seulement de l'extrême gauche, le PNV comme ça, sur la liaison naturelle de la Navarre avec le reste des provinces basques. Après, les années 80, ils vont changer. Ils demandent aussi la démocratisation de la députation de la Navarre, qu'elle était, encore au pouvoir, elle va être au pouvoir jusqu'à l'année 1979, et cette députation qui venait du franquisme, c'est elle qui va négocier avec les partis de droite qui est au pouvoir, la Union de Centro Democrático, sera les nouveaux chemins pour que la Navarre ait son statut d'autonomie. Ils ne vont pas parler de statut d'autonomie, ils se revendiquent et ils vont parler de ce qu'on a dit, amejoramiento del fuero, c'est-à-dire nous on vient de l'époque de fueros et nous on n'a pas besoin d'avoir un statut d'autonomie comme d'autres régions, mais cette voie, c'est une voie très retardée vis-à-vis du statut d'autonomie basque, qui va être voté en plébiscite l'année 1979, et après, la presque majorité de ce statut d'autonomie de toutes les régions, de toutes les régions espagnoles. C'est-à-dire, après les statuts basques et catalans, sont de la même époque, les premières, qui étaient les nationalités qui, dans le temps de la République, ils savaient revendiquer, ils savaient ce statut d'autonomie, ils vont venir toutes les régions. L'Andalousie, la Galice, Extremadura, et comme ça. La Navarre, la députation de la Navarre, elle est très à l'aise dans son statut, pas statut, dans ce statut qui vient du franquisme, mais elle va être obligée à bouger la pièce parce que sinon, ils voyaient que la Navarre, elle allait être une partie de le statut basque. Justement,
la Constitution espagnole, la même Constitution espagnole, elle a une disposition, la disposition transitoria quarta, où on parle de ça. Si la Navarre elle veut s'incorporer à le statut basque, il faudra que l'organo foral competente, c'est pas défini, il donne son avis favorable et après il est un référendum. Ça, c'est une condition imposée par la droite navarraise, parce qu'elle voyait que sinon la Navarre elle allait former partie du gouvernement, du statut basque. Ça passe pas, il y a des mobilisations d'un sens et de l'autre, mais pendant les années 1950. Vous voyez par exemple là, sur le statut de gauche, celui qui parle c'est un représentant de l'extrême gauche, et celui qui est derrière lui c'est Irujo. Ouais, la droite de Navarre et la députation, elle fait des appels, vous voyez la finition, Navarra foral y española, si, viva Navarra, viva España, qui sont la réaction à ça. Et dans la politique quotidienne, à part la grande politique, la droite navarraise, en s'appuyant avec le gouvernement UCD qui est au pouvoir au Madrid, il va faire une politique quotidienne pour que la Navarre reste à l'écart des dynamiques basques. Par exemple, en 1977, parce qu'on n'a pas d'université au Pays Basque, on n'a pas d'industrie universitaire basque. La Navarre, par exemple, elle était dans la Saragosse, en bas de la Saragosse. Et la Guipúzcoa, c'était en bas de Valladolid. Alors, on négocie la formation de ce qu'on appelle Distrito Universitario Vasco, et le gouvernement espagnol y donne son avis favorable, mais il laisse la Navarre à côté, bon, dans sa situation, avec la Saragosse. Et les jeunes, ils revendiquent ici, mais ça va être. Et jusqu'aux années 80, à niveau social, c'est majoritaire la position, ça c'est pas plus l'année 78, l'année de la Constitution, là, quand c'est par exemple le premier à avoir une légale, 78, presque 3 ans après la mort de Franco, bon, vous voyez, le mot d'ordre, la banderole unitaire portée par tous les représentants de tous les partis politiques de gauche et les nationalistes basques, c'est Gore Euskadi. La Navarre, je vais finir, elle va subir aussi une politique d'ordre public, c'est comme l'appellation des forces policières, fuerzas d'ordre publico. Bon, c'était une espèce d'oxymoron, il fallait les appeler fuerzas del desorden público, là où ils étaient. Une politique répressive continue, c'est-à-dire des manifestations, des actes que dans d'autres endroits ils se faisaient sans aucune difficulté, à Navarre, ils vont être systématiquement interdits ou conditionnés par les politiques. Personne, il penserait, quelques années, même dans le franquisme, qu'un jour, par exemple, et ça c'est 1978, l'année de la Constitution, par exemple, les forces de l'ordre public, ils allaient entrer dans les arènes de Pampelune, en train de tirer avec de feu et avec des balles de caoutchouc et comme ça. Le seul miracle, c'est que seulement il y a eu un mort. Mais ça s'est passé en Pampelune. Une politique spéciale d'ordre public. Par exemple, la veille de ces enfermés, 1978, c'était la Junta de Orden Público de la Navarre qui s'était réunie pour préparer tous les dispositifs pour les enfermés. C'était ça. Quand il y a des jeunes qui sortent dans les arènes à la fin de la course avec une banderole, entrer avec les flics, et celui qui est en tête, c'est le commissaire, le plus important policier de la Navarre. C'est-à-dire, ce n'est pas 40 policiers qui se sont choulés ou qui se sont... Non, non, non. C'est le chef de la police qui est devant eux. Bon, et ils vont tuer. C'est-à-dire une politique d'ordre public très répressive, qui venait d'élouer. Ouais, ça, déjà, ils ont une autre allure, les flics comme ça, à la place del Castillo,
Et pas seulement avec de jeunes radicaux, suspects, non, non, c'est le vieux, c'est l'ancien qui sait, qui dit aux flics, bon, il y a quelque chose. Et ça continue jusqu'au jour. Si vous venez le prochain dimanche, par exemple, c'est la gauche avec Salek qui fait la Berriguna à Pampelune, on est toujours écorté, on dit non, escorté. Ouais. Et bon, et même je pense, parce que maintenant les flics déjà sont une nouvelle génération de flics, bon, ils doivent penser, mais ça c'est les Nord. Ça c'est les Nord dangereux, parce qu'après eux, ils vont les gens avec des tchistous et comme ça, on dirait que c'est plutôt une romeria qu'une manifestation, c'est pas radical. À Paris, on voit des manifestations, je me rappelle il y a 200, les 1er mai, avec les Black Blocs et comme ça, moi j'étais étonné. Mais bon, c'est-à-dire en train de tout casser comme ça, j'ai dit, bon, mais non. Nous, on va toujours accompagner des flics qui, vous voyez, même ils ne mettent pas les casques, mais ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents comme ça, en train de conditionner cette politique. Bon. Et je vais finir. Dans ce cadre de fin du franquisme et début de la transition, bien sûr, des dynamiques sociales, pas seulement dans les plans politiques, mais aussi dans les plans culturels, éducatifs et linguistiques, se sont mis en marche par la dynamique populaire, par la dynamique de la pression. On parlait en mangeant par exemple de l'Icastola, où elle va, le fils de Paula, elle disait, bon, elle va à l'Icastola à Mayur. Elle garde, même si c'est une école publique, elle garde le nom d'Icastola. D'Icastola parce que au début, quand elle est sortie, c'était une Icastola demandée pour les jeunes, l'année 78, qui ont arrivé à imposer à la mairie de Pampelune qu'il y ait des écoles publiques en basque. Après, dans les années 90, ou comme ça, ils ont été récupérés par le gouvernement. Mais maintenant, bon, c'est déjà son sujet, bon, les choses ne sont pas faciles. Ils ne sont pas du tout faciles. Et je vais finir avec ça. Par exemple, la Navarre, c'est la seule communauté dans tout l'État espagnol où il y a une situation de bilinguisme, au moins, c'est-à-dire basque et espagnol, oui, où on a une loi, la loi del Bascuence, qu'elle n'est pas généreuse même avec les noms. Ils n'auront pu l'appeler la ley de l'Euskera. Non, 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 Bascuence. Ils utilisent ce terme en espagnol archaïque comme ça, qui délimite dans la même communauté des différents endroits, des différentes régions, et comme ça. Et on l'utilise pas pour développer les Basques, mais pour mettre des obstacles aux Basques. Et c'est là, j'ai fini parce que c'est déjà son sujet, c'est là, on voit le paradoxe des villages qui sont dans des endroits considérés comme pas basques, comme ça, qui, même en demandant la majorité du village à partir de la mairie et la mise en marche des lignes en basque, c'est refusé par le gouvernement de la Navarre. Et ça dérive de cette application de la loi del Bascuence, pas pour appuyer, pour développer, mais pour mettre des barrières au développement des Basques. Mais nous, on est têtus. On est têtus et on continue à revendiquer et à lutter. Et surtout, on a l'espoir, moi je pense, on a l'espoir de que bon, les petits chemins qui s'avaient fait dans les années de la République, dans les années 70, dans les années 60, 70 et comme ça, des gens tout à fait contre-courant, comme ça, il est devenu déjà un grand chemin que c'est impossible d'arrêter. Il faut être positif, même s'il y a pas mal d'éléments pour être négatif au niveau du contexte politique et culturel général. Et j'ai fini avec ça. C'était la carte de Louis-Lucien Bonaparte, ici, en tout couleur. Maintenant, oui, la Navarre, comme la Guipúzcoa, comme la Vizcaya, comme chez vous et comme ça, c'est déjà une province, un territoire, un ancien royaume multicolore, du point de vue racial, du point de vue culturel et comme ça. Mais ça, il faut développer et pas empêcher. Et surtout,
il faut appuyer les façons et les formes d'expression minoritaires vis-à-vis des majoritaires. Les problèmes, l'espagnol n'a pas de problème pour subsister. Après le chinois et l'anglais, c'est une des grandes langues qui a les dépôts de l'Amérique latine, en Espagne même. Ils sont majoritaires partout. Je vais finir par exemple. Nous, les Basques de la Navarre, de la Guipúzcoa, la Vizcaya, comme ça, on a par exemple un seul journal, Euskaldun Egunkaria, Berria, qui s'appelle maintenant. Les médias espagnols, ils sont beaucoup plus, ils arrivent à tout. Télévision, il y a une seule télévision, ou deux ou trois maintenant, des petites télévisions comme ça. Ils ont de tout comme ça. À niveau culturel, les domaines de la maîtrise de l'anglais, comme ça et comme ça, n'ont pas de problème. Alors, laissez vivre toutes ces expressions culturelles qui sont de notre pays, de la Navarre, juste au contraire. Ils essaient de dire, non, ça c'est une chose des Basques. Non. Parce que les Navarrais, c'était des Basques aussi. Quand on rencontre, on trouve dans des fouilles à côté de Babelune, la main d'Irulegui, et comme ça, avec une expression en basque ou en proto-basque, ça s'est attesté. Et par tous les classiques, tous les chercheurs depuis le 19e siècle, ce n'est pas seulement le témoignage de Louis-Lucien Bonaparte, toujours on a reconnu depuis le temps de l'âge moderne comme ça, et Etxepare comme ça, que la Navarre, au sud, au nord, c'était toujours une terre des Basques. C'est tout.